Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2962 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 11 juin avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de l'allemand Kai Havertz, l'attaquant de Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Unai Simon, le gardien de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi Billy Gilmour, joueur de Brighton, pour lui aujourd'hui c'est 23 ans. Par exemple, il y a Davide Zappacosta, le joueur de l'Atalanta Bergame, vainqueur de l'Europa League il y a quelques jours. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. On commence tout d'abord avec les équipes européennes qui jouaient des matchs de préparation à l'Euro. Et on commence avec les Pays-Bas, futur adversaire de l'équipe de France dans exactement 10 jours. On est le 11 et le 21. Voilà, ça sera en plus le soir de la fête de la musique, mais il y aura ce match, France-Pays-Bas. Et bref, les Pays-Bas jouaient contre l'Islande. L'Islande qui a battu il y a quelques jours 1-0 l'Angleterre. Voilà, l'Islande n'a pas existé. Les Pays-Bas ont mis le tarif 4-0. Donc Xavi Simons, buteur, Van Dijk, Malen et Wout Weghorst dans toute fin de match. Donc voilà, vraiment les Pays-Bas, les gars, vraiment, ils sont en grande forme actuellement. Juste avant l'Euro, donc voilà, c'est une équipe bien sûr qu'il va falloir compter sur eux, on peut dire. Donc 20 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Donc voilà, ils ont totalement dominé cette équipe de l'Islande que je rappelle, qui a battu quand même l'Angleterre lors du dernier match. Et le plein de confiance pour cette équipe néerlandaise. Pourquoi ? Parce que lors des deux derniers matchs, deux fois 4-0 contre l'Islande et contre le Canada que l'équipe de France n'a pas réussi à battre. C'était dimanche soir, un triste 0-0. Eux, les Pays-Bas, ils en ont passé 4, l'équipe canadienne. Bon, c'est vrai que c'est des matchs là, amicaux. Les vrais matchs, c'est les matchs officiels, les matchs de l'Euro qui comptent vraiment. Et comme j'ai dit, ce match contre la France le 21 juin, là, dans 10 jours, promet, ça sera du grand spectacle. On a hâte, bien sûr, d'être dans la télé pour regarder cette rencontre. Et tiens, on va parler du capitaine Virgil van Dijk parce qu'il a été buteur hier et il avait été également buteur lors du match précédent contre le Canada. Deuxième but en 2 matchs pour le capitaine des Pays-Bas, Virgil van Dijk. On va parler aussi du jeune parisien Xavi Simons parce qu'il appartient à Paris. Bon, il a été prêté à Leipzig. Il devrait de nouveau être prêté la saison prochaine. Il prendra sa décision après l'Euro. Mais il a été buteur et c'est son premier but du côté de la sélection des Pays-Bas en 14 sélections. Voilà, premier but pour lui à 21 ans. Donc, voilà, quelques photos de sa célébration. Il a fait une célébration en mode Naruto. Donc, voilà, le célèbre manga. Voilà, donc, quelques infos, on peut dire, sur Xavi Simons. On continue toujours avec la sélection néerlandaise parce qu'on a pris un gros coup dur. C'est Frenkie de Jong et c'est officiel. Frenkie de Jong est forfait. Donc, touché à la cheville depuis avril. Frenkie de Jong est forfait pour l'Euro avec les Pays-Bas à 6 jours de leur entrée en lice. Donc voilà, c'est officiel. Il a même mis sur ses réseaux sociaux. Donc le dernier match qu'il avait joué, c'était le Classico. Souvenez-vous, le Real contre le Barça. Où ça fait déjà plus de 2 mois ce match a eu lieu. Donc depuis, il a loupé tous les matchs. Et il pensait être prêt, non, il ne sera pas prêt les gars, il est forfait. Donc on voit beaucoup de force, bien sûr, on lui souhaite un bon rétablissement. Donc maintenant il va se focus sur son rétablissement et il sera prêt d'ici un mois bien sûr pour reprise de l'entraînement du côté de son club du Barça. On va parler d'un autre match hier, tiens, un match aussi qui intéresse l'équipe de France parce qu'un futur adversaire, la Pologne contre la Turquie et les Polonais se sont imposés 2-1 lors de ce dernier match pour eux, bien sûr avant leur premier match de l'Euro. Donc félicitations à la Pologne, mais une victoire et des inquiétudes. Pourquoi ? Parce que regardez ce qui s'est passé, quand même le cauchemar pour la Pologne, adversaire des Bleus à l'Euro. Donc à la 19e minute de jeu, Siderski, donc le joueur numéro 7, sort sur blessure contre la Turquie après s'être fait mal sur sa célébration. Donc j'ai pas vu le match, mais j'ai vu comment il s'est blessé. En gros, voilà, il marque, puis il saute en mettant le poing en l'air, puis quand il atterrit au sol, en gros son genou un petit peu tourné, donc il est sorti sur blessure juste après. Donc, voilà, 6 jours de l'Euro, on ne sait pas. Et aussi Lewandowski, les gars, qui est sorti sur blessure. Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, à la 31e minute de jeu. Regardez, il s'est mis au sol, il est sorti. Un petit rappel, les gars, Milik, lors du dernier match de la Pologne, est sorti au bout de 2 minutes de jeu. Il va se faire opérer, il est forfait. Donc s'il n'y a pas Lewandowski, s'il n'y a pas Milik, s'il n'y a pas aussi ce joueur-là, qui est un joueur offensif, ça ferait beaucoup quand même pour la Pologne, les gars. Avant bien sûr de disputer cet Euro, ils ont quand même l'Autriche, les Pays-Bas et l'équipe de France dans leur poule. Donc voilà, on souhaite un bon rétablissement à tous ces joueurs parce que nous on veut que tous les joueurs soient présents, bien évidemment, lors de cette compète. Aujourd'hui, quelques matchs encore de préparation à l'Euro. Regardez, par exemple, tiens, le Portugal joue contre l'Irlande ce soir à 20h45, le dernier match, bien sûr, des deux équipes. Donc, il y aura l'Irlande du Nord contre Andorre, ça, ils ne jouent pas l'Euro. Il y a qui il y a Saint-Marin, Chypre, 2 petites équipes. Il y a l'Ukraine, eux, ils jouent l'Euro. Ils vont jouer contre la Moldavie ce soir, ou Grèce, Malte au programme. Donc, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On quitte l'Europe, direction l'Afrique, parce que là, il y avait des matchs officiel, des matchs importants, des matchs pour se qualifier pour une future Coupe du Monde. Et on commence tout d'abord avec l'Algérie qui n'avait pas le choix après le revers il y a quelques jours contre
C'était la Guinée où ils avaient perdu 2-1, il fallait absolument s'imposer contre l'Ouganda. Bon, ça a mal commencé parce qu'ils perdaient 1-0, mais ils ont réussi à changer la donne. Oussem Aouar et Ben Rama, un Lyonnais et un ancien Lyonnais ont été buteurs. Donc voilà, l'Algérie s'est imposée 2-1 et du coup reprend la première place de ce groupe. Voilà, c'était une victoire absolument qu'il fallait prendre. Ils ont pris les 3 points. Donc voici les statistiques de la partie et Oussem Aouar buteur, c'est déjà son 3e but voilà, pour lui du côté de la sélection algérienne. Et du coup les joueurs de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur, sont leaders de leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Donc seulement un accro, donc sinon voilà, 9 points pris sur 12 possibles. Donc 3 victoires, 1 défaite, comme j'ai dit, lors du dernier match contre la Guinée. Donc voilà, le bilan est plutôt bon et surtout qu'actuellement ils sont en première position. Donc il y avait aussi la Mozambique qui est au même niveau que l'Algérie au classement. Donc la Mozambique jouait contre la Guinée qui avait battu l'Algérie il y a quelques jours. Donc la Mozambique s'est imposée 1-0 grâce à Katamo, buteur sur pénalty à la 93e minute de la rencontre. Donc dommage pour la Guinée, il ne fallait pas perdre. Et surtout ils ont pris 3 points très importants en Algérie, puis ils perdent à domicile contre la Mozambique. Là c'est pas du tout un bon résultat pour eux. Et dans la même poule toujours, il y a aussi la victoire du Botswana 3-1 contre Somalie. Et on peut voir le classement après voilà tout ce rassemblement joué pour ce groupe. Donc du coup l'Algérie en tête avec 9 points, au même nombre de points que la Mozambique à 9 points. Puis après on peut voir des équipes à 6 points. Et la Somalie avec 0 points en dernière position. On va parler d'un autre match aussi, là, spectaculaire. Le Ghana contre la Centrafrique, 4-3. Donc voilà, 7 buts dans la rencontre. À noter qu'il y a eu 2 triplés. Donc tout d'abord, Jordan Ayew, triplé côté ghanéen. Et Mafuta, triplé concernant l'équipe de Centrafrique. Donc voilà, bon, ça a fini quand même avec la victoire du Ghana 4-3. Donc voici les statistiques de la partie lors de cette rencontre hier. Et on revient sur Jordan Ayew, auteur d'un triplé. Donc son 8e but sur ses 5 derniers matchs avec le Ghana. Quand tu marques un triplé, voilà, ton total de buts monte beaucoup. Donc, pas mal, bien sûr, un joueur grande forme. Et surtout avec son triplé, il est devenu hier le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Ghana. Et surtout, il dépasse son frère André Ayew, lui qui a marqué 24 buts en 111 matchs. Et lui a meilleur ratio parce qu'il a marqué un but de plus, mais en 10 matchs de moins, en 101 matchs joués. Donc voilà, bon, il est encore loin par rapport au recordman. Voilà, 48 buts, mais voilà, il passe à la 2e position des meilleurs buteurs de l'histoire du côté du Ghana. Et comme j'ai dit, donc Ayew triplé, mais aussi Mafuta qui a inscrit un triplé. Donc voilà, un match totalement fou. Concernant ce classement, donc le Ghana, les gars, avec cette victoire en tête, à noter que le Ghana et Centrafrique sont les seules équipes à avoir joué 4 matchs, sinon toutes les autres équipes ont joué seulement 3 matchs, donc voilà, ça peut encore beaucoup bouger bien sûr. Madagascar ou Comores, les gars qui jouent aujourd'hui, donc peuvent revenir sur le Ghana, bien sûr en cas de victoire. Il y avait aussi d'autres matchs, Tiens, on va parler du Nigeria, dernier finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est vrai que là pour cette qualification pour la future Coupe du Monde, ils n'arrivent pas. Voilà, ils ont perdu 2-1 contre le Bénin, donc il faut vraiment totalement du sur place, 7 tirs mais une frappe cadrée seulement et défaite pour le Nigeria. Regardez, ils font du sur place. 4 matchs pour eux, 0 victoire. Regardez, bon, ils ont fait une défaite et sinon avant ils avaient fait 3 matchs nuls contre, on peut voir les équipes. Donc voilà, c'est pour ça que 3 points pris sur 12 possibles. Attention à Nigeria, les gars, qui risquent de... Voilà, s'ils continuent comme ça, ils risquent de jouer rien du tout. Ils risquent de ne pas être présents pour la future Coupe du Monde. La Guinée-Bissau contre l'Égypte. Donc la Guinée-Bissau a mené 1-0, mais l'Égypte a égalisé grâce à Mohamed Salah. Magnifique but, une frappe en pleine lucarne. Donc il a permis quand même à son équipe de ne pas perdre. Il y a aussi la Guinée équatoriale contre Malawi. 1-0 pour la Guinée équatoriale qui a totalement dominé le match. J'aurais même pu marquer beaucoup plus de buts dans la rencontre au vu des statistiques. Sierra Leone et Burkina Faso, ça s'est fini à 2 partout. Donc voilà, tous les résultats qui se sont joués hier, bien sûr, sur le continent africain. Donc voilà, c'est le récapitulatif. Et aujourd'hui au programme, c'est les derniers matchs et voici la grosse journée. Donc voilà, par exemple, à 15h, le Kenya reçoit la Côte d'Ivoire, Madagascar contre Mali, le Maroc ira défier le Congo, Cameroun, Angola, ou je sais pas, je prends au pif, le Gabon contre la Gambie, on parlera de tous ces résultats bien sûr demain. Et on va parler d'une rencontre, les gars. Il est où ce match? Mali-Madagascar à 15h. Et problème d'avion pour le Mali avant Madagascar, donc ce mardi. Donc les hommes de Eric Schell jouent contre Madagascar. Donc faute de stade homologué, donc ça sera en Afrique du Sud la rencontre, parce que le stade n'est pas homologué. Bref, à cause de la météo, le vol des Aigles a été reporté 3 fois. Ils partiront seulement ce lundi, donc hier. Mais là encore, le vol direct de 7 heures a été annulé. Ils devront prendre un vol avec une escale en Éthiopie, allongeant ainsi le trajet. Quand il y a une escale, bien sûr, ça met plus de temps. Donc bref, donc les joueurs maliens devraient arriver en Afrique du Sud au moins 24 heures avant le match. Mais ils n'arriveront que mardi matin. Donc ce matin, ils sont arrivés entre 4h et 5h du matin. Voilà. Alors que le match commence à 13h, enfin à 13h heure africaine, donc ça sera 15h heure française. Donc voilà, bon, ils sont arrivés seulement quelques heures avant le coup d'envoi.
Voilà, c'est pas au mieux pour préparer bien sûr un match hyper important. Ce match est très important pour les qualifications de la future Coupe du Monde car le Mali est actuellement 4e de son groupe et ils doivent absolument s'imposer. Donc voilà, déjà par rapport à ce voyage en avion ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc on verra ce que ça va donner bien sûr cette rencontre qui a lieu cet après-midi. On va parler aussi du Sénégal. Donc le Sénégal a joué ses 2 matchs. Donc un match nul contre la RDC, une victoire. Je me souviens plus c'était contre qui ils avaient gagné avant-hier. Bref, mais c'était surtout 100e et 101e match en tant que sélectionneur du Sénégal durant ce rassemblement pour Aliou Cissé. Et on peut voir le bilan, il est plutôt bon, même très correct. 67 victoires, 21 matchs nuls et seulement 13 défaites en 101 matchs qu'il a pu entraîner cette sélection sénégalaise. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le continent africain. On reviendra demain bien sûr avec tous les matchs à parler qui ont lieu aujourd'hui. On continue, on prend cette fois-ci la direction de l'Amérique du Nord parce que la Copa América se jouera aux États-Unis, un pays invité on peut dire. Bref, tout d'abord l'Argentine, équipe favorite pour remporter la compète quand on sait qu'ils ont gagné la dernière Copa América et la dernière Coupe du Monde. Tout d'abord, regardez le nouveau maillot d'entraînement de l'Argentine. Donc magnifique, voilà, avec les 3 étoiles, bien sûr, les 3 victoires en Coupe du Monde. Et regardez par exemple les joueurs de l'Argentine en sélection, par exemple leur club, comme Romero, Tottenham, ils ont mis une photo, mais à chaque fois avec Messi derrière. Ils n'ont pas mis qu'une photo de Romero, il y a une petite photo avec Léo Messi juste à côté. Pareil les gars pour Martinez, le défenseur de Manchester United, une photo de lui, mais avec Messi derrière. La même chose pour l'Atlético, Rodrigo de Paul, mais Messi à côté. Ils mettent toujours Messi. Et le joueur aussi de Brighton, que je me souviens plus comment il s'appelle, il y a Messi juste à côté. Toujours sur cette Copa América, il y aura l'Uruguay aussi, redoutable équipe. On va parler de Fede Valverde. Regardez ce qu'il est arrivé, il est revenu là parce qu'il avait pris quelques jours, il avait eu la permission après la victoire en Ligue des Champions. Il avait quelques jours de vacances, on peut dire, avant d'intégrer le groupe de l'Uruguay. Regardez, nouveau tatouage. Donc Paris 22 et surtout Londres 24, les 2 Ligues des Champions où ça s'est déroulé. Il a pu rajouter ce nom de 24 à LDC remporté à Wembley là il y a quelques jours. On revient nous en Europe, on va parler de l'équipe de France après le triste 0-0 contre le Canada. C'est que le match, j'aurais jamais dû mieux regarder ce match-là. Bon bref, c'est comme ça. Donc Deschamps a accordé 2 jours de congé aux Bleus. Donc hier, déjà c'était un jour de congé. Et aujourd'hui également, jour de congé, jour off. Et demain les gars, reprise, tout le monde se retrouve à Clairefontaine. Puis demain mercredi, direction bien évidemment l'Allemagne pour aller dans le camp de base de l'équipe de France. Donc Griezmann pour l'instant lors de ces 2 jours là, lui il est rentré à Madrid, Griezmann chez lui. Certains restent à Paris, d'autres ont choisi de faire une courte escapade dans le sud. Voilà, juste tout le monde sera de nouveau présent à Clairefontaine demain les gars pour le grand départ du côté de l'Allemagne. Kylian Mbappé a donné de ses nouvelles après France-Canada parce que Mbappé, on sait, il a joué seulement 18 minutes lors de ce France-Canada. Il n'a pas commencé titulaire parce qu'en gros il a une petite gêne, mais il a dit ça va très bien. C'est pour ça que Deschamps n'a pris aucun risque, il a très bien fait. Ça rien de le faire jouer alors qu'il a une petite gêne. Non, tu ne le fais pas jouer. Bon, il a joué quand même la fin de match, mais voilà, tout va bien pour Kylian Mbappé, devrait bien être dispo dans 6 jours maintenant. Tiens, mardi prochain, on parlera du résultat de l'équipe de France contre l'Autriche lors de cette première journée. Kamavinga, après France-Canada, donc lui il a joué le match entier, il a dit ça n'a pas été une bonne prestation collective. C'est pareil pour moi, mais il ne faut pas ressortir frustré. On va tout peaufiner pour la semaine prochaine. Moi je m'en fiche. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu déçu parce qu'ils ont mal joué l'équipe de France. Mais voilà, pour moi, les matchs qui comptent, c'est les matchs officiels, les matchs de l'Euro. Là, c'était un match amical, c'est pas bien grave. Du moment qu'il fasse un gros Euro, ce qu'on espère et qu'il joue bien, c'est ça, bien sûr, le plus important. Deschamps en sens Kanté, pour ceux qui doutaient de N'Golo Kanté, il est toujours au même niveau. Il a montré qu'il était en pleine possession de ses moyens. Il est un titulaire en puissance et c'est vrai qu'il y a pas mal de chances qu'il commence titulaire lors du premier match contre l'Autriche avec l'absence, le forfait de Tchouaméni. Tchouaméni est forfait pour le premier match. Peut-être après le match contre les Pays-Bas, là dans 10 jours, il sera présent. Mais pour le premier contre l'Autriche, ça va être très très juste. Donc Kanté pourrait être titulaire avec peut-être soit Youssouf Fofana, soit Kamavinga. Mais voilà, Kanté lui devrait bien être dans le 11 de départ. On va parler de Randal Kolo Muani qui avait été buteur il y a quelques jours contre le Luxembourg. Et donc il a marqué 4 buts en équipe de France, n'est plus qu'à un but d'Ousmane Dembélé qui a inscrit seulement 5 buts à Dembélé en équipe de France. Mais surtout Kolo Muani il a 28 matchs de moins que Ousmane Dembélé. Bon, c'est vrai que les deux ne jouent pas le même poste. Il y en a un qui joue numéro 9, l'autre ailier. Mais pour montrer que Kolo Muani il a des stats corrects, on peut dire, en équipe de France. Toujours avec cette équipe de France, malgré la diffusion différée, ça en a beaucoup parlé dimanche, les gars, que le match il a commencé à un quart d'heure, ils n'ont même pas mis en direct TF1, bref. Bon, voilà, ça reste quand même que beaucoup de personnes ont regardé le match, plus de 4,4 millions de téléspectateurs étaient sur TF1, donc quand même une très belle audience, surtout pour un match amical. Et TF1 n'a pas pensé à décaler le match des Bleus sur TMC ou TFX parce que TF1 ils ont des autres chaînes, ils ont LCI, TMC et TFX, donc ils auraient pu mettre le match de l'équipe de France sur une autre chaîne et laisser
les élections là, européennes, hein, voilà, qui avait pris c'était le début, c'était ça, bref. Donc Nice a supprimé la page de pub à la mi-temps, parce qu'il y en a aussi qui pensaient que le match avait commencé un quart d'heure après pour enlever la mi-temps. Non, il y a bien les pubs qui ont été mis. Et les Bleus, c'est sur TF1 match de foot, c'est 2 mi-temps avec une pause au milieu. On a fait vivre le match selon son cours normal et vu nos audiences, les téléspectateurs l'ont compris, explique un membre de la chaîne de TF1. Donc voilà, en gros, ils ont fait le bon choix. On espère que ça ne se reproduira pas dans le futur, surtout là pour un match officiel, un match qui pourrait compter comme l'Euro. On continue les gars avec l'Euro parce qu'il y a la France, mais il n'y a pas que la France qui va jouer ce tournoi. Par exemple, tiens, l'Écosse qui joue le match d'ouverture. Tiens, là on est mardi, vendredi, premier match Allemagne-Écosse. Et l'Écosse sont déjà bien sûr du côté de l'Allemagne. Et regardez ce magnifique paysage, voilà, ils s'entraînent avec des montagnes derrière. Donc voilà, cette sélection écossaise qui commencera bien sûr cet Euro contre le pays organisateur, l'Allemagne. Tiens, en parlant de l'Allemagne, donc eux ils sont déjà sur place vu que c'est chez eux. Et c'était très chaud hier à l'entraînement. Rudiger, défenseur du Real Madrid, et Niklas Füllkrug, attaquant de Dortmund. N'oubliez pas que les deux se sont affrontés il y a quelques jours en finale de Ligue des Champions. Bref, ont failli en venir aux mains aujourd'hui à l'entraînement. Donc c'était hier lundi. Donc en cause, un tacle appuyé du défenseur du Real Madrid sur Füllkrug. Et Füllkrug n'a pas apprécié. Et en gros, ils sont brouillés les deux. Fou de rage, Füllkrug a alors insulté Rudiger, s'est relevé et s'est dirigé vers Rudiger. Donc les deux hommes se sont poussés, ont failli en venir aux mains avant qu'ils ne soient séparés. Bien sûr, voilà, tout le monde les a séparés parce qu'ils n'allaient pas se battre non plus. Mais pour vous dire, c'était très chaud. On peut voir la Rudiger avec Füllkrug juste à côté de lui. Donc voilà, il n'y aurait peut-être pas eu les coéquipiers autour, peut-être seraient battus les deux. Donc voilà, actuellement l'ambiance du côté de l'Allemagne. Bon, peut-être c'est clos, peut-être bien sûr ils se reparlent, mais voilà, c'était très chaud hier. Toujours du côté de l'Allemagne, les gars, on va parler de Toni Kroos. Les photos officielles, tous les joueurs qui jouent l'Euro, ils ont tous posé, bien sûr, pour les photos officielles de l'UEFA. Et quelques photos de Toni Kroos, les gars. Les dernières qu'on peut voir sous un maillot de football en tant que joueur en activité, parce qu'on sait qu'après cet Euro, ça sera fini. Il a pris officiellement sa retraite, on le sait tous, Toni Kroos. Et c'est vrai que Toni Kroos, Cristiano Ronaldo et Luka Modric pourraient tous disputer leur dernier Euro. Bon, concernant Toni Kroos, lui c'est sûr, mais Ronaldo et Luka Modric, il y a des chances aussi. Ronaldo 39 ans et Modric 38 ans. Est-ce qu'ils seront là dans 4 ans? Pas sûr. Peut-être la Coupe du Monde, je les vois bien aller jusqu'à la future Coupe du Monde 2026. Mais après l'Euro, ça 2028, après le prochain. Voilà, 4 ans, c'est-à-dire que Ronaldo, les gars, il aura 43 ans. Pas sûr là qu'il sera présent. Donc voilà, il faut profiter bien sûr. De ces joueurs qui risquent de jouer leur dernier Euro. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo, c'est fou, il va jouer son 6e Euro. Et c'est vrai qu'en 2004, regardez les photos officielles qu'il avait fait pour ce championnat d'Europe des Nations qui se joue en plus au Portugal. Le Portugal avait perdu en finale contre la Grèce. Et 2024, bon, il a pris de l'âge, bien sûr, Cristiano Ronaldo, mais surtout toujours présent, CR7. La photo officielle de l'équipe d'Italie. Donc vous les voyez conserver leur trophée cette année, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que d'après les probabilités, les pourcentages, c'est pas eux qui ont le plus de chances de remporter bien sûr l'Euro. Après, voilà, la vérité, ça se passe sur le terrain. Ils avaient fait taire les probabilités parce qu'il y a 3 ans, ce n'était pas les favoris. Il y avait la France, il y avait l'Angleterre, tout ça. Et c'est eux qui avaient remporté ce championnat d'Europe des Nations. Donc on verra. C'est vrai que c'est une équipe qui peut faire un très bon Euro. Ça dépend. Soit ils vont faire un Euro de fou, ou soit ils vont passer complètement à côté de l'Euro. Donc voilà. On verra ce que ça va donner l'Italie. Concernant les joueurs les plus présents par rapport au club lors de l'Euro, c'est le club de Manchester City. Il y aura quand même 14 joueurs de Manchester City présents du côté de l'Euro. On peut voir parler des joueurs comme Foden, comme Kevin De Bruyne, Rodri ou même Jérémy Doku. Du côté de l'Inter Milan, il y aura 13 joueurs. Pareil du côté du Real. Au PSG, il y a quand même 12 joueurs du Paris Saint-Germain qui vont jouer l'Euro. Pareil pour le Bayern, Arsenal et Leipzig, on peut voir 11 et 10 joueurs présents. Du côté de la sélection anglaise, donc le premier match de l'Angleterre sera un gros match en plus. Ça sera contre la Serbie. Très belle équipe, la Serbie, qui a passé un 3-0 là. C'était à la Suède là il y a quelques jours, bref. Et Alexander-Arnold devrait démarrer l'Euro au poste de milieu de terrain face à la Serbie lors du premier match de l'Angleterre. Donc normalement de base, pour moi lui c'est plutôt un défenseur droit. Mais on sait que souvent il peut dépanner au milieu de terrain. Donc voilà, il devrait, d'après Mailsport, qui est un site britannique, il devrait commencer au milieu de terrain, Alexander-Arnold. On va parler d'une équipe, attention ça peut être une surprise, c'est l'équipe turque les gars. Vous voyez la Turquie capable d'être la surprise de cet Euro. Pourquoi pas, ils peuvent faire bien sûr une belle compétition, surtout quand on voit les joueurs, voilà, Sanaglu, Güler, Yildiz, Cocu, tous ces joueurs les gars, que des joueurs avec de la qualité. C'est vrai que ça peut être bien sûr une équipe surprise, on verra, mais pas qu'hier ils ont perdu 2-1 contre la Pologne, mais comme j'ai dit c'est un match amical, la vérité ça sera là dans quelques jours lors des matchs officiels de l'Euro. Et concernant toujours l'Euro, parce que là on parle que de ça bien sûr, ça commence dans 3 jours, regardez le top 20 des équipes qui ont le plus gagné lors de l'Euro. Donc là c'est de la 20e place à la 16e place, donc en gros quand
quand tu gagnes, bah, tu as 3 points. En gros, c'est comme si on faisait un classement. Vous avez compris. Même les quarts de finale, si tu gagnes, bah, ça donne 3 points. Donc la Serbie serait 20e, la Turquie tiens, serait 18e, qu'on parlait juste avant. La Suisse sera la 16e position. On monte un petit peu plus hein, dans le classement. Donc de la 15e place à la 11e place. Hein. Donc la Grèce 15e. Hein, une Grèce tiens, qui a déjà remporté bien sûr cette compète, c'était en 2004. Hein. La Belgique, voilà, 22 matchs joués, 11 victoires, 2 matchs nuls, 9 défaites. Voilà, serait à la 11e position. Là, on rentre dans le top 10, hein, des équipes qui ont pris le plus de points à l'Euro. 10e, ce serait le Danemark. La Russie est 9e. Bon, la Russie, là, ne jouera pas la compétition. L'Angleterre, seulement 7e. Hein, ça, je les aurais plutôt vus dans le top 5, l'Angleterre, mais 7e. Le Portugal, 6e. Et après, ben, voilà, c'est le top 5. Bon, des équipes qu'on n'a pas citées vont être dedans. Hein, la France, il y aura qui? Il y aura l'Espagne, il y aura l'Italie, voilà, toutes ces équipes-là, l'Allemagne. Et voici le top 5. Donc, les Pays-Bas, la 5e position, la France 4e, Espagne 3e, Italie 2e et l'Allemagne, c'est l'équipe qui a pris le plus de points. Je ne sais pas combien de fois ils ont gagné l'Euro, l'Allemagne. Je sais que la France 2 fois, après, je ne sais pas, mais bon, l'Allemagne a joué quand même 53 matchs. Hein. Donc, voilà, quand même 14 matchs de plus que les Pays-Bas, même 10 matchs de plus que l'équipe de France pour 27 victoires, hein, quand même pour l'Allemagne, pas 27 titres de l'Euro, on a compris 27 victoires lors des matchs de l'Euro. Donc voilà, ce serait l'Allemagne qui sera en tête hein, de cette compétition. Voilà ce qu'il y a à dire tout sur l'Euro, les gars. Donc, on en reparlera demain, on en reparlera encore après-demain, on en reparlera beaucoup aussi vendredi avec le match d'ouverture hein, entre l'Allemagne et l'Écosse. On continue les gars, on va revenir nous sur les clubs et on va parler du Real Madrid, hein, la Coupe du Monde des clubs sans le Real Madrid, bah peut-être hein, dans une interview au journal italien Giornale ce lundi. Donc Carlo Ancelotti a annoncé que le Real Madrid ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis l'été prochain. C'est Ancelotti qui l'a dit de ses propres mots. Donc moi je vous relaye les infos et après on va dire ce qui a changé. Hein. Bref, Ancelotti l'a dit, la nouvelle Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid, comme d'autres clubs, rejettera l'invitation. Il a dit, la FIFA oublie que les clubs et les joueurs ne participent pas à ce tournoi. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions d'euros. Ils veulent nous donner cet argent pour toute la compétition. Voilà, donc négatif, hein, le Real Madrid, comme d'autres clubs, nous refuseront l'invitation et surtout les dates, les gars. Parce que la Coupe du Monde des clubs, c'est fini. Vous savez que la Coupe du Monde des clubs, là, actuellement, c'est chaque année avec un petit tournoi avec 8 équipes à peu près. Donc là, ça va être tous les 4 ans, une vraie Coupe du Monde. Mais pas des pays, mais avec les clubs. Hein. Et ça sera pendant un mois de compétition. Et en gros, lui, il a dit que voilà, le Real Madrid va rejeter l'invitation. Et du coup, le Real Madrid officiel, parce que là, c'est Ancelotti qui a dit ça, le coach. Mais c'est pas lui le président. Hein. Donc là, c'est peut-être Pérez, les gars, qui a réagi. Et il a sorti un communiqué officiel. Hein. Le Real Madrid a mis fin au doute. Hein. Quant à sa participation au mondial des clubs en 2025, l'équipe madrilène sera bien présente lors de l'édition qui se tiendra l'an prochain du 15 juin. Tiens, regardez, ça a commencé par exemple, là, ça commencerait dans 4 jours. Hein. Ce sera au lendemain de l'Euro, hein, de la date où là ça commence l'Euro, au 13 juillet. Donc, je l'ai dit, hein, c'est comme une vraie Coupe du Monde, mais avec des clubs. Voilà, 13 juillet, c'est la finale. Et voilà, ça sera aux États-Unis. Et voilà, regardez le communiqué. Le Real Madrid a informé qu'à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des clubs, qui sera organisée par la FIFA lors de la prochaine saison, donc 2024-2025, n'a été remise en question. Par conséquent, notre club participera comme prévu à cette compétition officielle où le Real est déjà qualifié. Hein. Donc nous abordons avec fierté, avec le plus grand enthousiasme pour faire rêver une fois de plus nos millions de fans dans le monde entier d'un nouveau titre. Hein. Voilà le communiqué officiel de la part du Real qui a dû réagir par rapport à ce qu'a dit Ancelotti, parce que peut-être il a fait une boulette où il a dit oui, le Real Madrid rejettera. Non, Pérez, non, il a dit non, voilà, le Real Madrid va jouer bien sûr cette compétition. Hein. Et Ancelotti du coup il a dû revenir sur ses propos qu'il avait fait dans l'interview. Dans mon entretien, mes propos sur la Coupe du Monde des clubs n'ont pas été interprétés comme je l'entendais. Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid. Donc il a dit ça sur son compte Twitter. Parce qu'à mon avis, je pense ce qui s'est passé, c'est que Pérez, les gars, dès qu'il a entendu l'interview, là, qu'il n'était pas chaud, enfin que le Real Madrid rejettera ça, Pérez, il a appelé Ancelotti, il lui a dit qu'est-ce que tu dis, voilà, sors vite un communiqué sur tes réseaux sociaux pour dire en gros que voilà, que tu as dit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a sorti ça. C'est pour ça aussi que le Real Madrid a sorti ce communiqué pour dire que oui, ils seront bien présents. Le Real Madrid, n'oubliez pas qu'il y a deux clubs espagnols, il y aura le Real et l'Atlético Madrid. Le Barça n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs. Le PSG sera par exemple qualifié également pour cette compétition qu'on parlera, tiens, ça sera l'été prochain. Toujours avec Ancelotti, bon, rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs, mais avec Toni Kroos. Je l'ai déjà dit à Toni Kroos que lors de l'interview qu'il a fait hier, il a parlé aussi de Toni Kroos. S'il change d'avis, peut-être dans les prochains mois, un simple coup de fil et nous recommençons. Voilà, si imaginez Toni Kroos revient sur sa décision, il peut, bien sûr. Oui, en fait, j'aimerais rester au Real. On pense que le Real lui proposerait directement un contrat, surtout s'il est sans contrat. Même si au mois de décembre, les gars, le Real Madrid peut lui proposer un contrat de 6 mois jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, un simple coup de fil et il redevient joueur du Real Madrid. Toni Kroos.
Toujours du côté du Real, et ça aussi, grosse info, et les choses bougent, et ça fait plaisir. 8 mois de prison pour 3 supporters auteurs d'injures racistes envers Vini Junior. Donc c'était lors d'un match entre Valence et le Real, il y a eu des débordements. Donc c'est la peine qui a été prononcée par la justice espagnole contre 3 supporters, on n'appelle pas ça des supporters, plutôt des idiots, de Valence, un coupable d'actes racistes. C'était en mai 2023 contre le Brésilien. Donc à cela s'ajoute aussi 2 ans d'interdiction de stade pour chacun des 3 individus. Donc voilà, et surtout des peines ont été prononcées, et ça c'est historique, hein. Donc voilà, la sentence a été condamnée, comme j'ai dit, hein. C'était le 21 mai, c'était à Mestella, souvenez-vous, il y avait des cris racistes, tout ça, donc les personnes ont été identifiées et ils sont passés devant le tribunal. Et hier, il y a eu des sanctions, et c'est la première fois qu'une condamnation est prononcée pour des insultes racistes lors d'un match de football en Espagne. On peut dire que c'est historique, et surtout les choses changent et avancent. Donc voilà, donc Vini, les gars, il a réagi par rapport à ça, hein. Donc Vini communique après la condamnation de 3 individus, un coupable d'actes racistes. Il a dit: beaucoup m'ont demandé de l'ignorer, beaucoup d'autres ont dit que mon combat était vain et que je devais simplement jouer au football, hein. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas victime de racisme, hein. Je suis un bourreau des racistes, hein. Cette première condamnation pénale dans l'histoire de l'Espagne n'est pas pour moi, elle est pour toutes les personnes noires. Que les autres racistes aient peur, hein, honte et se cachent dans l'ombre, sinon je serai là pour qu'ils paient. Voilà, merci à la Liga et au Real Madrid d'avoir contribué à cette condamnation historique, parce qu'avant, il y avait à chaque fois oui, on va retrouver les personnes, tout ça, puis il ne se passait rien après. Et là, cette fois-ci, il s'est passé quelque chose. Donc voilà, ces 3 personnes, hein, feront de la prison. Après, je ne sais pas si c'est de la prison ferme ou 8 mois de prison, je ne sais pas si c'est ferme ou avec sursis, mais voilà, il y aura aussi 2 ans d'interdiction de stade. Donc voilà, les choses bougent, et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On continue, revient-nous en France et même dans l'Europe. On va parler un petit peu mercato, hein, et on va parler des entraîneurs et officiels. Will Steele, hein, j'ai beaucoup parlé ces derniers jours, je vous ai dit qu'il est à 2 doigts de rejoindre l'équipe de Lens. Ça y est, c'est fait, on n'en reparlera plus. Will Steele est le nouveau coach de l'équipe du Racing Club de Lens. Donc voilà, il remplace Frank Henslu qui est parti du côté de Nice, hein, où c'est également officiel. Et son frère, hein, Edouard Steele, hein, va devenir l'adjoint de Will Steele, hein, c'est tout simplement son frère. Je ne sais pas si c'est le petit ou le grand frère, j'en sais rien. Donc il a refusé le poste d'entraîneur principal en Anderlecht B, l'équipe réserve, pour continuer avec son frère, hein, pour entraîner cette équipe de Lens. Toujours avec un coach, on va parler de Pep Guardiola, parce qu'il est en interview hier, hein, il ferme la porte à un retour à Barcelone. Un journaliste lui a dit: la porte est-elle fermée pour votre éventuel retour à Barcelone dans le futur? Pas là, hein, pas au pire là, même en 2030. Est-ce qu'un jour vous pourrez revenir au Barça? Il a dit: oui, la porte est fermée, nous sommes vieux maintenant. Bon, après, peut-être il dit ça, peut-être il pense autrement, j'en sais rien, mais lui il a dit que voilà, du côté du Barça, il ne reviendrait pas entraîner cette équipe du FC Barcelone. Toujours avec Guardiola, toujours lors de cette interview, il a parlé aussi de Cancelo, un joueur de City prêté au Barça. Nous en parlerons avec Barcelone pour essayer de trouver la meilleure solution si Cancelo veut rester au Barça et que les 2 clubs parviennent à se mettre d'accord sur le prix. Cancelo jouera à nouveau pour le Barça, c'est notre joueur, et si un accord n'est pas trouvé, il devra revenir en pré-saison avec du côté de Manchester City, parce qu'il appartient toujours bien sûr à l'équipe anglaise. Et toujours avec Guardiola, il veut aussi que Bernardo Silva reste, parce que ce joueur est pisté par beaucoup de clubs comme le Barça, comme le PSG. Il a dit: il y a de nombreuses rumeurs à propos de Bernardo, mais personne ne nous a appelé pour l'instant vraiment pour passe à l'action concernant Bernardo, hein. Nous n'avons aucun appel du Barça ou d'un autre club, hein. C'est un joueur fantastique, j'espère qu'il va rester avec nous. Voilà, donc lui il aimerait qu'il reste, voilà, parce que c'est un joueur très important, on sait que de sa team, hein. Mais voilà, Bernardo, n'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros sur ce mercato 2024. Donc voilà, c'est-à-dire à tout moment il peut quitter bien sûr cette équipe de City. On continue officiel, Ayoub Boadi, 16 ans, prolonge son contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin 2027. Hein, donc félicitations à lui. Et concernant ce jeune, les gars, c'est le plus jeune joueur français en activité. Donc voilà, le joueur qui vient de prolonger, hein, du côté de Lille, est le plus jeune joueur français en activité. Il est né en 2007, les gars. Donc il est devenu cette saison à 16 ans et 20 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Coupe d'Europe. Il avait joué, c'était quoi, l'Europa Conference League avec l'équipe de Lille. Donc voilà, hein, ce joueur prolonge son contrat du côté du LOSC. Tiens, toujours avec Lille, on va parler, parce que là les joueurs actuellement sont en vacances, hein, les joueurs qui ne sont pas appelés pour l'Euro ou pour par exemple les Jeux Olympiques, donc sont en vacances, comme Rémi Cabella. Donc lui s'éclate à Ibiza, hein, donc il est en vacances, il fait ce qu'il veut, hein, mais voilà, il n'a pas mis de crème solaire et je pense qu'il a dû bien chauffer, hein, parce qu'il est tout rouge en gros. Bon là on n'a pas l'impression, mais ouais, donc il a dû prendre des gros coups de soleil, hein. Mais qui profite, hein, voilà, le retour à l'entraînement je pense pour Lille, hein, ça sera tôt, hein, parce qu'oubliez pas qu'il y a les tours préliminaires de Ligue des Champions, donc d'ici même pas 3 semaines, hein, il devrait déjà reprendre la pré-saison, hein, cette équipe lilloise. Matt Hummels, 35 ans, restera à Dortmund qu'en cas de départ d'Edin Terzic, hein, le coach, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe entre le joueur et le coach, hein, l'impression que ça ne se passe pas super bien, grosse guerre de pouvoir à Dortmund, hein, comme j'ai dit. Si le coach reste, Hummels part,
Si Terzic part, Hummels reste. Voilà. Tout est dit, les gars. C'est Plettigol. Voilà, on peut voir l'arrobas là. Plettigol, c'est quelqu'un très bien renseigné. C'est un peu un Fabrizio Romano, mais allemand. Hein, quelqu'un de très fiable, hein, que je vois souvent son nom. Donc, voilà, concernant le futur de Mats Hummels. Concernant un autre défenseur, donc défenseur allemand, c'est Jonathan Tah. Il y a accord total entre Jonathan Tah et le Bayern Munich. Donc, les négociations entre le club bavarois et le Bayer Leverkusen vont bientôt commencer. Donc, ce joueur va quitter Leverkusen. Il vient de remporter la Bundesliga pour aller dans le 3, enfin, l'équipe qui a fini 3e du classement, le Bayern Munich. Donc, voilà, ça aussi, les gars, ça pourrait se faire très prochainement. Toujours avec les infos mercato, l'Olympique de Marseille a proposé une belle offre de contrat de 3 ans à Sergio Conceição. Le Portugais a indiqué qu'il avait besoin de se reposer après l'épisode tendu de son départ de Porto. Il n'est pas parti non plus au clash, mais c'était chaud, hein, ouais, parce que Porto voulait le garder et du coup il a dit, il a sorti un communiqué, je pars, hein, après plus de 7 ans qu'il a entraîné cette équipe. Bref, il a un petit peu besoin de repos, puis après il pourrait reprendre une équipe, hein, et l'OM, les gars, il le veut, hein. Donc Marseille veut vite boucler ce dossier, mais ça avance doucement parce que le coach pour l'instant il prend son temps, hein, il étudie bien sûr pas, toutes les options, hein. Parce que s'il va à Marseille quand même, il n'y a pas de Coupe d'Europe, hein. C'est plutôt surprenant parce qu'on pense à un coach qui peut entraîner comme des équipes qui jouent une Coupe d'Europe saison prochaine. Concernant Thiago Motta, donc là vraiment on est dans le dernier détail, on peut dire Thiago Motta va signer son contrat en tant que nouvel entraîneur de la Juventus d'ici mercredi, ça peut être aujourd'hui la signature, voire demain. Mais voilà, normalement avant demain minuit les gars, ça sera officiel. Thiago Motta qui n'est plus déjà l'entraîneur de Bologne, hein. On est dans les derniers détails de sa signature du côté de la Juventus. Concernant l'entraîneur de Manchester United, c'est Erik ten Hag, on le sait. Erik ten Hag, malgré qu'il a gagné la FA Cup, hein, ne va pas rester. Et 2RB les gars, actuellement le grand favori pour être le futur entraîneur de Manchester United. J'ai vu aussi le nom de Gareth Southgate, le coach de la sélection anglaise. Après l'Euro, il pourrait aussi être le candidat pour prendre cette équipe. Concernant Marcelo Gallardo, le coach de Al-Ittihad, où il a floppé, hein, Al-Ittihad la saison dernière, ils ont gagné le championnat. Et là, la saison qui vient de s'écouler, ils ont fini 5e. Donc, voilà, pas du tout une bonne saison. Il va quitter Al-Ittihad et surtout une indemnité record de plus de 28 millions d'euros. Il devrait être envoyé très prochainement. Donc, voilà, 28 millions d'euros, vu qu'il va être licencié. Hein, Al-Ittihad va devoir lui payer tous les derniers mois de contrat. 28 millions d'euros, il va toucher quand même par rapport à son licenciement. Donc là, ça sera jackpot, hein, pour le coach et Gallardo. Là, c'est Milan envisage Adrien Rabiot pour renforcer son milieu de terrain. Son contrat se termine cet été avec la Juve, hein. C'est vrai que là, dans 19 jours, il y a beaucoup de gens en fin de contrat comme Rabiot. Donc la Juve, hein, peut être encore une option pour lui de rester à la Juve s'il prolonge. Mais là, c'est Milan serait également intéressé. J'ai vu aussi des clubs de Première Ligue qui seraient intéressés par Adrien Rabiot. Concernant Sancho, Manchester United va absolument vendre Sancho cet été. Dortmund et la Juventus Turin sont intéressés. Voilà, Manchester espère au moins 47 millions d'euros avec la vente de Sancho. Concernant la Juventus Turin, donc il propose 20 millions d'euros la Juve, plus Waston McKennie, donc un milieu de terrain, plus Samuel Henning Jr., un autre joueur à Aston Villa, pour recruter Douglas Luiz. Donc vous avez compris, hein, la Juve propose quand même pas mal de choses, hein, une belle somme d'argent et 2 joueurs contre Douglas Luiz, le joueur de Aston Villa. Le Galatasaray se positionne pour recruter Jonathan Klaus. N'oubliez pas Klaus, hein, pourrait quitter l'OM. Il a même dit, tiens, après le match contre Luxembourg, il avait marqué un magnifique but. Il a dit oui, c'est une option, oui, c'est envisagé que je quitte Marseille, hein. Donc le Galatasaray serait très intéressé par Jonathan Klaus. Concernant le PSG, les gars, ils veulent recruter Luis Diaz, hein, qui pourrait être vendu par Liverpool pour 75 millions d'euros. C'est que vu que la piste Kvaratskhelia du côté du PSG, c'est fini parce que normalement il devrait prolonger avec Kvaratskhelia. Et du coup, ils veulent un ailier gauche, un joueur pour remplacer Mbappé. Et bien maintenant, peut-être la priorité serait Luis Diaz, hein. Donc le Barça est aussi sur le coup, mais le Barça, pas sûr, hein, qu'ils peuvent mettre 75. Le PSG peut mettre cette somme d'argent de 75 millions d'euros. Voilà, affaire à suivre. N'oubliez pas que le mercato est ouvert officiellement depuis hier, le 10 juin. Youssouf Fofana quittera à 100% l'AS Monaco cet été, c'est sûr, hein. Voilà, donc là, actuellement, il va jouer l'Euro, mais après l'Euro, les gars, il va changer de club, c'est sûr et certain. Le joueur se sent prêt à entamer un nouveau chapitre cet été. Donc après, concernant son futur, on ne sait pas, mais il quittera bien l'équipe de l'AS Monaco. Quelques infos officielles. Etienne Capoue quitte Villarreal et se retrouve libre de tout contrat. Voilà, 35 ans et 3 saisons passées du côté de Villarreal. Il a remporté, par exemple, tiens, c'est quoi? C'est l'Europa League ou l'Europa Conference League? Non, c'est l'Europa League, je crois, ce trophée-là. Bref, voilà, c'est fini, les gars. Il quitte son club de Villarreal, donc il peut s'engager où il veut, hein. Il avait déjà joué dans le passé en Ligue 1, je crois, à Toulouse, hein. Si je ne me trompe pas, officiel aussi, Skili Alvero, qui définitivement, donc Lyon l'avait prêté là au Werder de Brême, et du coup, le Werder lève l'option d'achat. On peut voir le prix, hein. Et les bonus, hein, donc le club de Lyon garde un pourcentage sur la plus-value réalisée en cas de vente dans le futur. Donc voilà, maintenant il n'appartient plus du tout à l'équipe de Lyon. On va parler d'Usain Bolt, hein. Bon, pas par rapport à un transfert, hein, parce que il n'a rien à voir avec le football, mais il a joué un match caritatif, hein. J'ai dit que c'était un match de légende, hein, pour amener de l'argent pour UNICEF. Et en gros, lors de ce match, mais il s'est blessé, en plus grave blessure, hein. Il s'est fait rupture du tendon d'Achille, une blessure que j'ai eu moi personnellement.
Une blessure qui fait mal, hein, et surtout, on parle beaucoup des ligaments croisés, mais je pense que cette blessure, c'est la pire. Le tendon d'Achille, les gars, c'est derrière le pied. En gros, le tendon, il a craqué. Donc, par exemple, Kimpembe, il l'a eu, les gars. Kimpembe, il l'a eu, c'était en février 2023. 1 an et 4 mois après, il n'est toujours pas de retour, Kimpembe. Donc voilà, la blessure de Usain Bolt lors de ce match caritatif. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Officiel, une licence officielle de Première Ligue arrive sur Football Manager la saison prochaine pour ceux qui jouent à Football Manager. Et ben, avant la Première Ligue n'était pas sous licence, on peut dire, et maintenant il y a la Première Ligue sous licence avec Football Manager pour avoir les vrais noms des équipes, tout ça. Donc ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Montpellier dévoile un nouveau logo à l'occasion des 50 ans du club. Voilà, 74-2024, ça fait 50 ans que le club de Montpellier a été créé. Donc nouveau logo, bien sûr, pour cette équipe de Montpellier. Bon, ce ne sera pas le logo qu'ils vont porter tout le temps, mais ce sera un logo, on va dire, voilà, juste pour cette année-là, les 50 ans du club. Officiel, Bradley Barcola est élu par les supporters meilleur recrue de la saison, mais pas que du côté du PSG, dans toutes les équipes de Ligue 1, la meilleure recrue de la saison, c'est Bradley Barcola, de son transfert de Lyon, du côté du Paris Saint-Germain. Quelques déclarations, tiens, tout d'abord d'Eden Hazard, c'était sur Téléfoot, sur Mbappé, on va l'accueillir avec un barbecue à la belge, hein. Il y a une chambre à la maison, ne t'inquiète pas, il peut venir, parce qu'Eden Hazard, les gars, bon, il joue plus au foot, mais il habite toujours à Madrid, hein. Ses enfants sont scolarisés à Madrid, donc vu qu'Mbappé va habiter aussi à Madrid, donc il a dit, hein, il peut venir prendre le barbecue Mbappé chez Hazard, il n'y a pas de souci, hein. Zidane aussi, tiens, sur Mbappé, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Madrid, pour un essai au Real Madrid, ils avaient 13-14 ans, mais on voyait déjà le potentiel, il avait une telle facilité avec le ballon, tout le monde était unanime, hein, et il le voulait au club, hein, déjà 13-14 ans, donc il n'avait pas signé, hein, il a préféré encore rester en France, au centre de formation de Monaco, mais on peut voir qu'à 13 ans déjà, il aurait pu signer un premier contrat, aspirant, pas un contrat pro à 13 ans, c'est pas le contrat pro, mais un contrat jeune, on peut dire, au Real Madrid, ça aurait pu être fait. Platiné les gars sur Mbappé, il a les deux pieds, hein, donc il peut marquer et faire marquer. Je pense qu'on pourrait le comparer à Ronaldo R9, hein, je vois du Ronaldo Mbappé avec un peu plus de vitesse. Alors, quand même aussi le beau message, hein, comme une légende de l'équipe de France Platini, hein, sur Kylian Mbappé. Wenger aussi sur Kylian, hein, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est pelé. Évidemment, on m'a traité de fou, je pense qu'il peut l'égaler dans le futur. Hein, c'est qu'il a 25 ans, déjà ce qu'il a fait, hein, c'est déjà exceptionnel, il a déjà quand même gagné une Coupe du Monde, finaliste dans l'autre où il marque un triplé. Bon, il lui manque quand même encore des gros trophées, je pense, bien sûr. Je pense à la Ligue des Champions, au Ballon d'Or aussi, parce que voilà, pour être vraiment dans les très très grands footballeurs, des légendes, il faut bien sûr un Ballon d'Or. Et bon, là maintenant, avec son transfert du côté du Real, on sait que ça peut peut-être se réaliser dans le futur. Et le message aussi de Rami à Mbappé, hein, tu le sais, je te supporte depuis toujours pour le Ballon d'Or. N'oublie pas ce que tu m'as promis, hein, que le jour où tu gagneras ton premier Ballon d'Or, je pourrai venir chez toi et le toucher. Le Rami, hein, ce qu'il a pu mettre sur Kylian Mbappé. On continue, tiens, il y a 26 ans, jour pour jour en arrière, et ben, débutait la Coupe du Monde 1998 en France, hein, c'était un 11 juin, la finale c'était le 12 juillet, donc la première étoile, hein, la finale, ça avait été France-Brésil. France avait posé un 3-0 quand même à la sélection brésilienne, donc voilà, c'était il y a 26 ans, jour pour jour, le début de cette Coupe du Monde. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 15 ans, jour pour jour, un certain Ronaldo signé au Real Madrid, arrivé comme un prince, parti comme un roi. Hein, donc ça a été un énorme transfert à l'époque, hein, donc déjà il a été présenté au Bernabéu, tiens, comme sera présenté Kylian Mbappé, c'est que Mbappé normalement après l'Euro il va être présenté au Bernabéu, hein. Le dernier joueur qui avait été présenté au Bernabéu, c'était Ronaldo en 2009, là c'est vraiment les superstars quand ils arrivent du côté du Real, et ben voilà, il y a 15 ans c'était la signature de Cristiano Ronaldo, et c'est vrai que Ronaldo les gars, bon, on n'a rien à voir avec sa signature, mais quand il a joué au Real, hein, voilà, c'était un Real Madrid Malaga, et voilà, faute dans la surface, enfin pas faute, mais peut-être le gardien a touché le ballon de la main et qu'il n'avait pas le droit, et du coup coup franc indirect, il est marqué, hein, sur cette action-là. CR7. Il y a 12 ans, Lyon alignait une équipe remplie de talents pour le tournoi GIF Cup, hein, avec des noms maintenant qu'on percé, hein. Cacré, Kalulu, Guiri, Miko Tadze ou Balouli, voilà, tous des joueurs qui ont percé dans le football professionnel. Donc oui, c'était tous dans le centre de formation à l'époque du côté de Lyon. Et tiens, on va parler de Miko Tadze parce que le joueur, les gars, il a dit la saison prochaine je jouerai en Ligue 1, je peux le confirmer. Je vais rester en France, mais je ne connais pas encore le club, ça sera bientôt clair. Donc il appartient à Metz, mais il va pas rester, enfin il va pas aller en Ligue 2, hein, il va rester en Ligue 1. Donc voilà, il y a des équipes intéressées comme Rennes, Lyon, l'OM sont revenus dans la course, hein, pour signer Miko Tadze. L'AS Monaco aussi le cible, hein, et voilà, pour succéder à Wissam Ben Yedder. Et aussi l'équipe de Lens qui n'est pas marquée. J'ai pu voir aussi que Lens est intéressé. Donc voilà, il a pas mal de choix, on peut dire, Miko Tadze. Donc c'est à lui qui choisira. Il prendra sa décision certainement après l'Euro. Et on finit aujourd'hui, dernière info les gars, classer du meilleur au moins fort selon vous, avec les défenseurs centraux de l'équipe de France pour cet Euro. Avec ces 4 là, donc le plus fort pour moi là,
Actuellement, les gars, c'est Saliba de loin. C'est le meilleur. Deuxième, je mets Konaté. Troisième, je mets Pavard. Et quatrième, je mets Upamecano. Upamecano, pour moi, c'est le plus faible. Hein. Peut-être qu'il y en a qui mettraient Pavard. Non, Pavard, les gars, je trouve qu'il est meilleur en défenseur central que Upamecano, qui est beaucoup. Des fois, ça fait un petit peu peur. Voilà, ce serait mon classement, mais je mets comme Saliba, hein, loin devant, bien sûr. Les autres, donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain. Demain mercredi les gars, demain on sera l'avant-veille hein, du premier match hein, bien sûr de l'Euro et encore beaucoup de choses à dire. Et je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.